Salam alaikum. Merci, cher professeur Khatouri et cher ami, pour l'introduction. Aujourd'hui, on va parler des problèmes et des obstacles à la prévention cardiovasculaire parce que il y a beaucoup d'obstacles. Et c'est comme un saut d'obstacles aujourd'hui. On doit sauter beaucoup d'obstacles pour réussir. Et je voudrais commencer par cette petite enquête qu'on avait fait avec mes amis qui sont ici présents aujourd'hui, Mouine et Brada, sur la pratique en cardiologie et qui s'intéressent parmi les cardiologues à la prévention cardiovasculaire. On a posé la question suivante: citez 3 branches de la cardiologie qui vous intéressent. Et on l'a mis sur les liens de la société marocaine et d'autres, l'AMCAR et autres. Et finalement, voilà ce que ça a donné. Qui s'intéresse? Eh bien, c'est ça, c'est pratiquement 25% des cardiologues qui s'intéressent à la prévention. Et ça, ce n'est pas un problème uniquement au Maroc, c'est un problème qui est international. Et on se pose la question et on a découvert qu'il y a plusieurs options possibles. Pourquoi on ne s'intéresse pas? Il y a certains carrément qui n'y croient pas. Ils disent que la prévention, moi j'y crois pas, moi j'ai mon travail de cardio. Eh bien, à ces gens-là, on peut montrer cette diapositive de l'OMS qui dit que si on fait la combinaison de petits gestes simples qui ne coûtent pas cher pour réduire les facteurs de risque comme l'HTA, le cholestérol, l'obésité et la cigarette, on peut réduire de 50% la mortalité et la morbidité des maladies cardiaques, juste avec la prévention. Réduire de 50%. Et il y a aussi cette diapositive des recommandations qui nous montrent bien que dans plusieurs pays dans le monde et dans plusieurs études, si on réduit les facteurs de risque, on va réduire 50% pratiquement les événements cardiovasculaires et pratiquement autant, sinon plus, vous voyez, les traitements pharmacologiques réduisent autour de 30-40% la morbimortalité, et alors que la réduction des facteurs de risque réduit de 50 à 60%. C'est formidable. On voit la force de la prévention cardiovasculaire pour réduire la mortalité et morbidité, plus de 50%. Mais il y a certains confrères qui n'y croient pas. C'est comme ceux qui ne croient pas que le Covid existe, ou comme ceux qui ne croient pas que le réchauffement climatique existe. Et malgré toutes ces images, et là, on n'y peut rien, il y a ceux qui n'y prêtent pas attention. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des confrères qui disent la prévention ne m'intéresse pas. Eh bien, ce qu'on devrait leur dire, c'est que si vous dites que c'est le nutritionniste diabéto ou le médecin réhabilitateur qui doit s'occuper de la prévention, c'est ce qu'ils disent, et ils disent à l'échelle d'un pays, eh bien, il y a les associations, il y a le ministère, il y a la société civile qui s'occupe de prévention cardiovasculaire. Mais je crois que cette image est très parlante parce que qui voit des gens comme ça et qui finissent au bloc opératoire avec un pontage ou en salle de cathé? C'est le cardiologue. Ce n'est pas tous ces gens-là. C'est le cardiologue qui voit le plus de patients qui évoluent le plus vers la maladie coronaire. Et il y a ceux qui ne donnent pas de priorité. Il y a les confrères qui disent « Oh oui, c'est vrai, j'y crois, mais ce n'est pas une priorité. » Et souvent, ils nous disent « Moi, j'ai des choses urgentes et importantes à faire. » D'accord, attention, quand on dit urgente et importante, oui, et il faut les faire. Urgent et important, par exemple, un syndrome coronaire aigu que je vais stenter. C'est urgent et c'est important. Mais par contre, la prévention, c'est pas urgent, mais c'est important. Et quand c'est important, mais pas urgent, il n'y a qu'à programmer. Donner un peu de son temps, on va le programmer sur son calendrier pour s'occuper de ça.
Par contre, ce qui est pas important et urgent, je donne un exemple, rédiger l'ordonnance de mon malade qui attend, l'assistante peut l'écrire à ma place, il faut déléguer. Et ce qui n'est ni important ni urgent, il faut l'éliminer. Ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Do first quand c'est urgent important, do later quand c'est important mais pas urgent. Voilà. Eh bien, je crois que le premier obstacle, c'est nous-mêmes, les confrères. Nous-mêmes, on est obstacle parce qu'on pense soit que ça n'existe pas, ou que ça ne sert à rien, ou que nous sommes trop occupés. Le deuxième obstacle, c'est les fausses valeurs. Les fausses valeurs, quand on voit un monsieur comme ça, les valeurs culturelles, très souvent, nous disent Sid Becher. Oui, parce qu'il y a une obésité, mais quand même, c'est vu comme un signe de bien-être. Et quand on voit un monsieur comme ça, Hada, la vaisselle, eh bien, c'est fausses, ces notions-là sont fausses, ces valeurs sont fausses, il faut les corriger dans la société. Et il y a une valeur chiffrée, c'est le niveau de LDL, qui pose aussi un problème. Parce que quand vous voyez une analyse comme ça, où le laboratoire vous répond le LDL normal est inférieur à 1,55, que votre malade a 1,10 g et qu'il est content parce qu'il a moins de 1,55, et puis quand on essaie de comprendre, on voit que le laboratoire a mis inférieur à 1,55 parce qu'il s'est basé sur la population de façon générale. Et que moins de 1,55, c'est la moyenne de la population générale. Mais nous, notre vision en tant que cardiologue, c'est qu'on suit les recommandations et la norme, ce n'est pas la moyenne dans la population, mais plutôt quel est le chiffre qu'il doit avoir pour être protégé. Et imaginez que ce monsieur est coronarien et qu'on doit baisser son LDL à moins de 0,55 et que quand il vient content avec 1,10 g, on lui dit, monsieur, ton LDL est très élevé, il faut le baisser encore de moitié. Je crois que ça c'est une... Le LDL pose grand problème entre cardio, laboratoire et patient. Et ça crée vraiment un fossé entre nous, les cardiologues, et le laboratoire. Le troisième obstacle, c'est le patient lui-même. Parce que le patient, il est plein de fausses valeurs qui vont l'affecter. Et vous avez en plus, par exemple, l'hypertension ou le diabète, qui sont asymptomatiques et où les malades vivent bien, entre guillemets, leur maladie. Et vous voyez le sourire, c'est pas grave, je me sens très bien, donc j'ai rien de grave. Et le malade ne se sent pas impliqué quand on lui dit ou de faire de l'exercice physique ou un régime ou de prendre un comprimé, eh bien, il n'adhère pas. Et ça, c'est un gros problème pour les échecs et les obstacles à la prévention, c'est la non-adhérence du patient parce qu'il ne comprend pas sa maladie, parce qu'il la refuse puisqu'il ne ressent rien, mais aussi parce qu'il n'est pas impliqué dans son traitement. Et ajouter à tout cela la fatalité qui est bien connue dans nos entourages, c'est-à-dire et puis c'est tout. Et en plus, la peur des effets adverses, c'est-à-dire, bon, je dois prendre un médicament, attention, ne prends pas la statine, tout ça, ça impacte l'adhérence. Et en plus, quand il y a plusieurs personnalités dans le monde médical qui s'impliquent en disant des vérités entre guillemets sur le cholestérol, ça ne fait qu'aggraver les choses. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer la science, mais expliquer la science par des scores qu'on peut faciliter par des outils, c'est bien, c'est l'aspect quantitatif du risque. Et suivez-moi bien, s'il vous plaît, c'est un aspect quantitatif du risque. Or, ce que nous montrent certains papiers récents, celui-là vient d'être publié le mois dernier dans le JAMA, c'est la science de persuader. Et
qu'est-ce que nous dit cette grande auteure? Eh bien, docteur Brossard, elle nous dit que l'esprit humain est basé sur une dimension psychologique plutôt que le risque quantitatif. Et c'est pour ça que le quantitative aspect n'est pas bien et que n'est pas suffisant en tout cas, que c'est la dimension psychologique qui compte le plus et qu'on est très impacté en tant que personne quand on entend qu'il y aura, par exemple, une hémiplégie qu'on va vivre sur une chaise et sans bouger. Cette dimension psychologique est importante. Et elle nous dit que lorsqu'on veut impliquer le malade et lui dire, par exemple, il faut maigrir ou il faut arrêter de fumer ou dans le temps du Covid, il faut porter un masque, eh bien, quand on veut lui faire changer les habitudes, c'est rarement là, on pense à la science comme raisonnement. Le malade ne pense, ou la personne à qui on demande de faire ces changements ne pense pas à la science. Quand on lui dit de changer, elle pense aux normes autour d'elle. Et il se dit, par exemple, dans mon réseau, mes amis, tout le monde fume, comment moi je vais arrêter, tous mes amis fument? Ou par exemple, je vais porter un masque, combien ça coûte cher, et les difficultés comme ça. Et finalement, la personne oublie carrément qu'il faut changer. Eh bien, la personne se base surtout à ce qui se passe autour d'elle et elle cherche des indices. Ah, X, Y, il fume et il se porte bien. On cherche des indices dans la communauté et finalement, on ne base pas le raisonnement sur la science. C'est très important, c'est que l'approche préventive peut-être devra changer et se baser beaucoup plus sur ces aspects. Et la prévention cardiovasculaire, elle a du retard dans cet aspect, puisque ce que nous dit Dr Brossard, c'est que si on veut changer les idées, il faut lever le maximum de barrières possibles. C'est-à-dire, toutes les petites difficultés, eh ben, on va les enlever. Et on va développer dans le réseau social des choses en faveur de ce nouveau comportement, et ça finira. C'est pour ça que si on veut faciliter et lever les obstacles, il faut avoir des facilities, c'est-à-dire, il faut, si on dit aux gens de faire du sport, eh ben, il faut qu'il y ait des stades, il faut qu'il y ait des piscines, il faut qu'il y ait des terrains, il faut qu'il y ait des facilités avec des prix pas chers ou gratuits comme ça, une organisation, comme vous voyez en bas les femmes. C'est important. Le cinquième obstacle, c'est les habitudes alimentaires. Eh bien, on a perdu ces habitudes du couscous parce que, et des aliments qui sont bien parce qu'on se dit, oh, qui va préparer ça, ça va prendre du temps et c'est long. Et alors que si je vais à un McDo, je crois que les compagnies comme McDo ont très bien compris la problématique, ils vont vers ces indices sociaux et on se dit, ben, tout le monde mange McDo, tiens, il y a aussi McDo là, et il n'y a pas de difficulté pour y arriver. On peut y arriver très vite. Tout est indiqué. La seule barrière qu'il y a, c'est pour nous dire, c'est là où il faut rentrer, c'est là où il faut commander. Et puis après, on est pris dans le piège. La science ne compte pas, même si on sait qu'un jour on terminera à cause de ça en cadavre, la science ne compte pas. Finalement, le dernier obstacle, c'est le Covid, parce que justement, une étude anglaise a montré que on consomme plus d'alcool, on consomme plus et on grossit pendant de 3 kilos en moyenne à cause de ça. Et je voudrais vous dire que pour la conclusion, on doit rester confiant, on doit changer beaucoup de choses. À l'image de Nawal Moutaoukil, au Maroc, on peut lever les obstacles et merci.